on va commencer. Bonjour à tous. Merci Frédéric Courtade d'être venu pour ces journées pour ces journées des doctorants. On est très très heureux de vous accueillir. Vous êtes diplômé des sciences des matériaux. Vous avez travaillé 20 ans au CNES dans le service d'expertise matérielle. Et puis l'intérêt du CNES, c'est aussi qu'on peut travailler dans l'aspect projet. Et vous avez travaillé en l'occurrence sur la sonde JUICE, sonde européenne qui part à la quête peut-être d'habitat sur les lunes de Jupiter. Et puis quand vous étiez alors chef de service, donc du service mécanisme et contrôle d'attitude et d'orbite, il y avait le poste donc, de responsable du groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui s'est libéré, le poste s'est libéré, et vous avez dit pourquoi pas vous. Et donc on a 40 minutes, c'est ça, devant nous, et vous allez nous expliquer ce que vous avez appris pendant ces 2 années dans ce service, aussi ce que vous avez appris sur l'exobiologie et puis aussi peut-être sur les humains. La présentation va être filmée. Et donc, si vous préférez ne pas être sur les caméras, vous pouvez vous mettre dans la partie à ma droite. Allô ? Oui, c'est bon, ça marche. Okay. Merci beaucoup, merci Catel, merci à tous, merci de m'avoir invité, merci à l'ESMA, merci à l'IP. Oui, donc, comme la façon dont j'ai été présenté, c'est vrai que donc moi je viens du CNES, donc je viens de Toulouse. Dans le CNES, c'est 3 sites. Dans Toulouse, c'est le plus gros. On est 1600 à peu près. Et on travaille sur le domaine des véhicules orbitaux et des sondes. Donc c'est le centre technique aussi du CNES. Donc c'est pour ça que j'ai débuté là. J'ai travaillé dans le domaine de la science des matériaux. Je travaillais sur les puces électroniques et j'ai fini cette partie de ma carrière en tant qu'expert sur la technologie des puces électroniques. Et ensuite, je suis parti dans le domaine des nanotechnologies. J'étais encore plus bas en termes de dimension. Et ensuite, comme je ne pouvais pas aller plus bas, je suis remonté. Voilà. J'ai fait un petit peu de planétologie, un petit peu d'exobiologie. Après, on m'a demandé d'animer un service. Et après, dans le poste de responsable du GEPAN s'est ouvert. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai un petit peu rompu avec, je dirais, la tradition scientifique ou technique ou ingénierie conventionnelle telle qu'elle se pratique au CNES. Mais après, moi, ça fait partie un petit peu d'une carrière. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux. Donc un service que j'anime depuis 2 ans et demi. Et quelquefois, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Alors là, je vais vous mettre une émission qui est de votre génération. Top Phénomène, ayant donné son titre à une série télévisée créée par Clémence Dargeon et Martin Douer, une journée mondiale mais consacrée chaque 2 juillet. Les ouragans. C'est pas les ouragans. Le phénomène. Top, désigné par un acronyme de 4 lettres, je suis inexpliqué dans 3,3% des cas selon une étude du GEPAN, service basé à Toulouse qui dépend du CNES. Consistant en l'apparition d'objets mystérieux ou de lumières vives observées dans le ciel. Les ovnis. Exactement, et dont la nature est inconnue, je suis les ovnis. Car le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors souvent on dit oui, mais tout s'explique, la lumière, des effets d'optique, etc. Mais la question nous rappelle que dans 3,3% des cas selon une étude du GEPAN, c'est inexpliqué. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc je dis ça, je dis rien. Voilà, donc tout est là-dedans, on va dire. Donc le GEPAN jouit d'une certaine notoriété, en France un petit peu, et pas mal à l'international, maintenant plus à l'international, alors qu'on s'occupe essentiellement de notre business, c'est plutôt la France. Hein. Et donc on travaille sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et sur, on dirait, à côté d'une, je ne dis pas d'une science, mais d'une pseudo-science qui s'appelle l'ufologie. Donc ufologie, l'étude des ovnis, une discipline qui a été, on va dire, inventée. Alors c'est une pseudo-science, attention, on ne ferait pas une thèse en ufologie, ça c'est sûr. Mais globalement, il y a une communauté très importante qui tourne autour de ces questions-là, d'essayer d'étudier sûrement ces phénomènes que l'on ne comprend pas. Quelquefois les ovnis, des objets.
Et je dirais que l'histoire moderne de l'ufologie ou des phénomènes aérospatiaux identifiés, elle démarre en 1947, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux phénomènes, enfin deux faits remarquables en fait, qui se passent cette année 1947. Le premier, c'est l'affaire Roswell. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Roswell, donc la possibilité qu'il y ait eu un vaisseau qui se soit, excusez-moi, allô, ça marche, un vaisseau qui se soit écrasé sur Terre, qui serait d'une origine étrangère. Il y a plein de scénarios et de fantasmes autour de tout ça. Il y aurait des extraterrestres, des corps qui auraient été récupérés, autopsiés. Enfin, bon, je vous passe des... Bon. C'est là une légende, on va dire, plus ou moins, mais pour certains, ce n'est pas une légende, c'est quelque chose d'avéré, donc ça continue à défrayer la chronique, je dirais. Et l'autre exemple que j'ai mis ici, c'est M. Kenneth Arnold, qui était un riche industriel américain qui avait fait fortune justement pendant la Seconde Guerre mondiale et qui disposait de son avion privé et qui faisait une balade autour du mont Rainier aux États-Unis, et il a été confronté à une observation qui l'a fortement étonné, qu'il n'a pas comprise. Quelque chose de très rapide, hein, qui volait, qui évoluait au-dessus de l'océan. Et donc il n'a pas compris, il a essayé de le dessiner, ça allait assez vite pour lui, selon lui, ça avait une forme atypique. Donc il a pas mal documenté, et surtout il a appelé ça des flying saucers. Les flying saucers, tout ça a été traduit par les soucoupes volantes. Donc la première, je dirais, allusion à ces phénomènes de soucoupes volantes d'OVNI, pour l'état moderne, hein, parce que bon, je ne reviens pas trop sur ce qui se passait avant, parce que je n'ai pas trop le temps. En fait, voilà, ce terme de soucoupe volante, il est resté. Et qu'est-ce qu'il a vu, M. Arnold? En fait, on ne le sait pas très bien, hein, tout ce qu'il a vu, parce que bon, tout ça s'est resté un petit peu dans les... la presse locale s'est emparée du phénomène, la presse fédérale, puis ça a dépassé les frontières. Et d'un point de vue international, je dirais, ça a eu un retentissement énorme, hein, donc vraiment les débuts de l'ufologie. Donc est-ce qu'il a été confronté à une hallucination? Est-ce qu'il a vu un vol d'oiseaux? Est-ce que c'est un phénomène météo spectaculaire qu'il n'a pas su reconnaître? Ou est-ce que c'est... Ce que je vous ai mis dessous, en fait, il faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui maîtrisaient déjà le moteur à réaction avaient également de très fortes expériences sur l'aérodynamique et avaient développé les premières ailes volantes, notamment les frères Horten, qui ont été récupérés par les Américains au sortir de la guerre. Donc, il est possible que M. Arnold ait vu, je dirais, une américanisation des premières ailes volantes qui avaient été développées par l'Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ce terme soucoupe volante, il reste. Il est ancré profondément dans la légende urbaine, on va dire, et rurale. Et voilà, donc ici vous avez une photo du site Météo Pyrénées. Alors, je n'ai pas mis la légende, j'ai oublié, mais voilà, donc la personne qui voit ce nuage au-dessus du plateau de Beille, en fait, il ne peut pas s'empêcher de dire, enfin, une soucoupe volante au-dessus de cette zone. Voilà, bon, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, l'allusion y est refaite. Bon, les premières allusions, enfin, pour moi, hein, de ma génération, c'était cette série, Les Envahisseurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler, vous qui êtes voilà, Les Envahisseurs. David Vincent, qui a vu Les Envahisseurs, qui venait aux États-Unis, pardon, voilà, qui venait priver de récupérer nos ressources, s'implanter de façon sournoise. Une série des années 70. Donc pour ceux qui ont vu la série, bon, je veux pas trop, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut savoir quand même que quand les humains, on va dire, réussissaient à intercepter ces envahisseurs, et lorsqu'ils s'en débarrassaient, lorsqu'ils les tuaient, donc ils avaient une apparence humaine, hein, voilà. Mais lorsqu'ils les tuaient, ils disparaissaient dans un rouge soviétique. Voilà. Il faut quand même voir un petit peu déjà l'allusion à la récupération un petit peu de tous ces phénomènes-là, et ça continue. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas que des soucoupes volantes. Ici, vous avez un film qui nous a été transmis par un témoin. Ça se passe au-dessus de l'agglomération de Rennes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux, c'est une personne qui filme avec un appareil photo assez sophistiqué en plus, quelque chose qui l'étonne fortement au-dessus de l'agglomération, quelque chose qu'il ne comprend pas, et bon, bien sûr, il connaît le GEPAN, il dépose un témoignage, et donc nous, on va lancer une enquête.
Alors, c'est parce que si vous imaginez ce que ça peut être, hein, donc ça peut partir je sais pas, du vaisseau spatial qui a amené Superman ou ses acolytes. Voilà, donc l'enquête a été lancée un petit peu, donc on a mis en place tout le protocole d'enquête, je vais y revenir. Et nos enquêteurs qui se sont lancés un petit peu pour essayer d'élucider, essayer de comprendre et dire à la personne qui nous avait témoigné ce qu'elle avait vu. En cherchant à gauche, à droite, elle avait vu qu'auparavant, 2 mois plus tôt, il y avait eu une réunion en Normandie d'une association qui s'appelle les Semeurs d'étoiles, qui est spécialisée, je dirais, dans la fabrication d'enveloppes de ballons un petit peu biscornus, dont certaines ici, vous avez un exemple, un exemple qui se réfère particulièrement à ce qui a été observé avec, je dirais, donc c'est une lanterne avec une bougie chauffante au-dessous. Bon, personne n'a pas su reconnaître ça. Elle nous l'a transmis, elle n'était pas forcément inquiète, mais qu'est-ce que c'est ce truc qui vole au-dessus de l'agglomération, c'est quand même pas normal. Voilà. Le GEPOR, c'est basé donc à Toulouse. Nous sommes, on va dire, 4 personnes équivalentes temps plein à Toulouse. Et mon job, au-delà d'animer cette équipe, c'est d'animer un réseau. On fonctionne en réseau. Hein. Donc, on travaille déjà avec l'expertise interne du CNES, donc vous connaissez sûrement, plus ou moins. Donc, le CNES, Agence française de l'espace, nous, on s'occupe, je dirais, des programmes spatiaux et de la politique spatiale française. Donc, nous avons des services techniques, notamment des services qu'on utilise souvent. C'est le Centre opérationnel de surveillance de l'espace qui nous permet de dresser tous les jours, quand on en a besoin, en fonction des observations, la situation spatiale de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes et qui évolue dans l'espace, des satellites, des débris, des potentielles rentrées atmosphériques artificielles qui nous permettent de tracer une situation vraiment très précise de ce qui se passe, qui peut être confrontée à l'observation qui nous est rapportée. Ensuite, on travaille avec des partenaires, d'autres services de l'État et d'autres opérateurs de l'État. Nous avons des partenariats déjà avec la Gendarmerie nationale, c'est notre partenaire privilégié. La Gendarmerie nationale est capable de prendre, les dispositions ont été laissées pour qu'ils puissent prendre les témoignages de manière à ce qu'on puisse nous mener une enquête derrière. Ils peuvent également participer aux enquêtes lorsque ça peut s'envenimer, parce qu'il y a quelquefois des réactions qui sont compliquées à gérer avec les observations. Donc c'est un partenaire très très important pour le GEPAN. Et ensuite, le second, c'est l'armée de l'air et de l'espace, et notamment un service de l'armée de l'air qui s'appelle le CAPCODA. Donc c'est le centre d'air de planification et de conduite des opérations de défense aérienne. Donc ce sont des gens qui assurent la surveillance de l'espace aérien français et la police du ciel, c'est-à-dire que tout ce qui vole, vous devez le savoir, doit être autorisé à voler et ne doit en aucun cas... il peut être envisagé que ça cause des dommages aux biens et surtout aux populations. Donc le CAPCODA, c'est la défense nationale. Si quelque chose n'est pas autorisé à voler, ils font décoller la chasse. Ils ont intérêt à obtempérer, sinon ça tombe. Donc nous, on ne va pas jusque-là. Par contre, on récupère bien sûr toutes les traces radars grâce à ce partenariat. Tout le réseau de surveillance de l'espace aérien français, on y a accès en permanence. Donc on peut savoir et confronter une situation, je dirais, d'un vol, d'un aéronef, d'un drone ou quelque chose qui est repéré avec l'observation qui nous est rapportée. Un autre partenariat, c'est la délégation générale à l'aviation civile, donc là, c'est plutôt le réseau de surveillance à proximité, alors humain et matériel, à proximité des aéroports. On a pas mal de liens avec eux qui nous permettent de dresser des situations qui sont complémentaires de celles qui nous sont amenées par l'armée de l'air. Météo France, des situations météo exceptionnelles, les données météo, les données de vent, les données de modélisation qui sont normalement réservées aux prévisionnistes, nous arrivent, et dans certains cas, on est amené à les exploiter pour déterminer des scénarios de courants aériens, des choses comme ça qui peuvent être importants pour résoudre un cas. Le CNRS, dans le corps d'astronomes du CNRS, donc des gens qui sont spécialistes de la situation astronomique, certaines configurations célestes extraordinaires qui peuvent prêter quelquefois à confusion, pas reconnues, et ces gens-là vont nous apporter une caution par rapport à l'observation. Et le CNRS aussi, pour une autre discipline très importante au Japon, très scientifique,
c'est la psychologie cognitive et la psychologie scientifique. Donc on travaille, notre matériel, c'est le témoignage, donc des données testimoniales qui sont accompagnées quelquefois de photos, de vidéos, d'enregistrements audio, de tentatives de traçage avec ce que les gens peuvent faire, parce que c'est quand même le grand public qui essaie de témoigner. Et donc nous, on est amené à analyser tout ce qui nous arrive, notamment la donnée testimoniale, la déclaration qui est faite par le témoin, pour déterminer un petit peu, dans la façon dont le témoin nous a rapporté son observation, non pas pour tracer la psychologie du témoin, ça c'est pas notre métier, par contre, toutes les données sont exploitées pour essayer de déterminer, dans le témoignage, qui est souvent fait sous une très forte émotion, parce que bon, les gens, des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, et bien, on va le voir un petit peu après, et ils perdent un petit peu les pédales, parce qu'ils ne se rendent pas trop compte de ce qu'ils voient, et donc c'est plus vraiment ce qu'ils ont vu qui rapporte, c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui est issu de leur imagination, plutôt que c'est le cerveau qui va piloter la déclaration. Donc là, les psychologues cognitifs nous aident à déterminer ce qui est un fait, un vrai souvenir, un fait avéré, et ce qu'on appelle, nous, les faux souvenirs ou les souvenirs reconstruits, dû justement à ces biais de perception, aux biais cognitifs également, qui sont, que tout un chacun a, donc essayer de déterminer dans la déclaration, de la façon dont ça nous arrive, dans les questionnaires, les interviews qui sont faites, les visites qui sont faites, les entretiens qui sont faits avec eux, dans la façon dont ils répondent, la façon dont tout ça se met en place, qu'est-ce qui est vraiment un fait qui nous permet, nous, de déclencher une enquête sur quelque chose d'avéré, et je dirais un faux souvenir en se disant, si on part dans cette voie, on fera fausse route. Il y a également l'Université de Toulouse qui travaille dans ce domaine, une UMR. Les enquêteurs. L'autre pool, c'est les enquêteurs. La spécificité du GEPAN, c'est que nous ne sommes pas beaucoup en équivalent temps plein CNES, je dirais, ou payés par le CNES. Par contre, on a beaucoup avec des bénévoles. Comme on est au service du public, on n'a rien de trouvé de mieux que de faire participer le public. Donc on a recruté sur tout le territoire, enrôlé sur tout le territoire national, des enquêteurs qui se raccrochent à un pool d'enquêteurs historiques, aguerris, expérimentés, qui sont formés, selon la méthodologie d'enquête que l'on décrète, qui sont formés en psychologie cognitive, qui sont formés sur pas mal de techniques d'interview, qui sont suivis par nos psychologues cognitifs pour leur inculquer des méthodologies d'interaction avec les témoins. Et donc ces gens-là sont chargés d'examiner les cas. Ça connaît un vif succès parce qu'on a encore enrôlé 4 il y a 2 mois. Et on a eu énormément de candidatures parce que, sans vouloir faire de publicité, on avait quand même 70 personnes qui étaient très intéressées pour travailler avec nous sur une année. Donc vous voyez, on en a 16 actuellement, en Corse, à La Réunion aussi également, enfin, on reste sur le territoire national. Et ça ne marche pas trop mal, je dirais. Et on accompagne tout ça d'un comité d'experts. Donc ça, ce sont des gens qui sont externes au CNES, qui sont spécialistes dans le domaine de l'aérospatial, mais pas que, qui ont une expertise fondamentale pour nous. Je vous ai mis quelques exemples. Les drones, la météorologie, l'astronomie, l'aéronautique, le parachutisme, tout ce qui l'ornithologie, la foudre, beaucoup d'événements qui peuvent se passer dans le ciel, mais pas que. On a également dans ce comité d'experts toute la dimension psychologique qui est fortement représentée, avec toutes les sciences humaines et sociales, on va dire, avec de l'anthropologie, sociologie, philosophie, psychologie, scientifique toujours, mais à la fois cognitive et également clinique. Dans ces cas-là, on a quelquefois des cas réglés qui sont compliqués, donc on fait appel à ces experts-là. Le GEPAN, c'est quand même travailler sur les ovnis pour l'Agence française de l'espace, c'est risqué. C'est la seule, c'est unique, c'est unique au monde qu'un service qui s'occupe de ça de façon officielle soit raccroché à un organigramme d'un institut qui est quand même pignon sur rue au niveau international. Donc il faut faire très attention à ce que je vous raconte, au comportement des gens. Il faut agir avec éthique, il faut bien respecter les règles, la protection des données personnelles, beaucoup de choses qui tournent autour du travail avec le grand public et de la diffusion de ces informations. Parce que je ne vous l'ai pas dit, parce que j'ai oublié, mais tout ce que l'on fait, le I d'information, c'est
le I dans GEPAN, ça veut dire information. Information, pour nous, ça veut dire transparence. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on enquête, tous les cas que l'on a enquêtés sont publiés sur le site web du GEPAN. Il y en a à peu près 3400 actuellement. Et donc, à partir de ça, on est redevable de travailler de façon propre et en respectant toutes les règles, aussi bien les règles de droit à l'image, les règles de respect des données personnelles, d'éthique, etc. Voilà. Donc, le COPEPAN, le comité de pilotage, rapporte directement au président directeur général du CNES pour vérifier que on reste suffisamment, proche de nos missions et surtout qu'on n'écorne pas l'image scientifique du CNES. J'avais oublié, voilà. Donc, on va peut-être jouer aux enquêteurs maintenant, j'ai assez parlé de technique. Voilà, alors là, c'est un événement qui se passe pas très loin d'ici. En fait, c'est un petit village à l'est de Cholet. Et les gens sortent le soir, le soleil vient de se coucher, donc à l'ouest, on voit un petit peu le... Et quelqu'un sort le soir et il voit ça, dans le ciel, il ne comprend pas. Donc il a son téléphone, en fait, il filme, et il nous, adossé à son témoignage, à sa déclaration, au questionnaire qu'il a rempli, et qui était nécessairement à remplir pour témoigner au GEPAN, il nous envoie cette vidéo et nous dit je ne comprends pas ce que c'est, dites-moi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées? Allez-y, je ne vois pas, le truc qui me... Pardon? C'est pas un ballon parce que c'est un peu trop haut, c'est assez haut dans le ciel. Ça aurait pu, mais c'est pas un ballon. Voilà. Je vais avancer, je vois pas, je vois rien. Mais voilà. Donc en fait, nous non plus, on ne savait pas au début ce que c'était. Donc on est fin 2021, ou début 2021, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis la date. Début 2021, oui. On ne comprend pas ce que les gens voient non plus, parce que bon, on n'est pas trop habitué à tout ça. Et à partir de 2019, dans le business spatial, il y a quand même un événement assez important qui se passe, c'est l'arrivée de Elon Musk. Elon Musk arrive dans le domaine spatial, il crée SpaceX une dizaine d'années auparavant, et là il commence à dire, moi je vais créer un réseau, une méga constellation de satellites pour diffuser l'Internet depuis l'espace. Voilà. Donc, ce que l'on voit là, en fait, c'est ce phénomène ici. Donc, vous avez ici, donc là, comment ça marche, truc là. Voilà. Vous avez donc ici le lanceur Falcon 9 de SpaceX ici, avec le premier étage, l'étage principal et le deuxième étage. Le deuxième étage, sous la coiffe ici, là, vous avez tout un empilement de satellites Starlink. Hein. Au début du déploiement de son réseau, il est lancé par grappe de 60. Après, comme ils sont un peu plus gros maintenant, ils sont un petit peu moins nombreux. Et mais quand il va finir de développer son super lanceur, là, le Starship, il va lancer par grappe de 300. Donc ce que l'on voit, en fait, c'est cette manœuvre ici. Ça marche. Donc vous avez ici donc, une caméra là, qui est placée à la base ici de la coiffe. Ici, on voit la coiffe a été éjectée, et donc on voit le déploiement des satellites en fait, qui sont injectés dans une orbite très spéciale avec une vitesse, vecteur vitesse, etc. Enfin, vous savez mieux que moi comment ça marche. Et donc ce que l'on voit ici, vous voyez dans le déploiement qui se fait là-haut, et vous avez ici le deuxième étage, et une manœuvre très importante et réglementaire. C'est avant que le deuxième étage, qui n'est pas récupérable dans le cadre de la fusée Falcon 9, va venir brûler dans l'atmosphère. Donc avant de brûler dans l'atmosphère, il faut vidanger tous les résidus d'ergol, enfin de carburant, hein, qui se trouvent à l'intérieur encore des réservoirs. Dans le cas de SpaceX, c'est de l'oxygène liquide et du kérosène liquide. Donc il y a cette gerbe de kérosène en fait, et d'oxygène qui est éjecté dans l'espace, je bois et donc le Soleil qui est couché pour l'observateur dans une configuration particulière que l'on a parfaitement calculée depuis, va venir éclairer cette gerbe et donner cet aspect que vous avez vu dans le ciel, qui est ici photographié depuis le cockpit d'un avion. Et si vous avez également filmé depuis un avion, ce phénomène en fait, de dégazage, on appelle c'est l'opération, avant que l'étage rentre dans l'atmosphère. Ce que vous voyez ici, un petit peu, c'est
le déploiement justement des satellites ici qui se fait, et bon, après ça va donner ce que les gens voient assez souvent dans le ciel et qu'on voit de façon enfin, là, actuellement Elon Musk lance presque des Starlink tous les jours, donc forcément si vous regardez dans le ciel un petit peu vers l'ouest là, ben, tous les soirs vous verrez plus ou moins distinctement ces chapelets de satellites Starlink là, qui sont là en phase de transit vers leur orbite opérationnelle et qui sont éclairés par le soleil. Enfin, ça, c'est les panneaux solaires qui sont éclairés par le soleil. Autre cas ici, donc là vous êtes à bord d'un avion de ligne d'Air France, c'est le Amman Paris. Là on est fin 2022, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Et vous voyez dans le pilote, enfin le commandant de bord et son pilote, son copilote, en fait, il filme depuis le cockpit quelque chose qu'il ne comprend pas, qui se trouve face à lui dans son horizon. Donc lui, il a des passagers à bord, il est quand même un petit peu inquiet, il ne comprend pas ce qu'il voit dans son horizon. Il voit ce phénomène de lumière, en fait, qu'il décrit comme ayant une trajectoire aléatoire, très localisée dans le ciel. En plus, on est à une époque, là c'est filmé au-dessus de Milan en fait, donc c'est un petit peu accéléré parce que vous voyez, c'est pas l'image originale, elle a été travaillée par le CNES, mais ça va un petit peu moins vite normalement. On voit, il est au-dessus de Milan et le cap c'est l'Ukraine. Il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, les événements en Ukraine, il lui-même décrit ça comme on dirait un combat d'avions de chasse. Voilà. Bon. Finalement, ça s'est bien passé, donc l'avion est bien arrivé, mais il nous a transmis sa déclaration, son film, bien sûr, tout ce qui est les enregistrements de vol. On savait très bien le cap, quand est-ce que ça se passait, à quelle heure, etc. Donc on a mené une enquête. Et là, encore une fois, ce que les pilotes voient, c'est ça. Donc vous avez ici je reste sur Starlink, donc le réseau Starlink, qui est au-dessus de nos têtes, à 550 km d'altitude. Donc là, vous avez une représentation du réseau quand Elon Musk l'a ouvert de façon opérationnelle. Il y avait 400 satellites qui étaient autour de la Terre, là, donc qui évoluent de façon en réseau, de façon très synchronisée, avec une trajectoire bien pensée. Bon, actuellement, il y en a 10 000. Voilà. Et donc, ce que l'on voit, donc, en 2022, il y en avait un petit peu plus que 400, parce que ça, c'est une image de 2021. Et donc, ce qu'il voit, vous voyez les satellites qu'on a l'impression qu'ils montent et qu'ils descendent, qui sont sur un nœud ascendant ou sur un nœud descendant, selon le terme consacré. Et donc, ce qui se passe, en fait, je ne vais pas trop faire de démonstration ici, c'est que pour l'observateur qui est dans l'avion, dont le soleil est couché pour lui, par contre, le soleil n'est pas couché pour le satellite. Donc, on a bien calculé la configuration qui fait que quand le soleil est couché entre 35 et 45 degrés sous l'horizon, on voit, il vient éclairer un coin du ciel à 550 km d'altitude, toujours, et juste au droit du soleil, il va venir éclairer cette portion du ciel, et quand les satellites vont défiler dans cette portion du ciel, on va les voir. Bon, on les voit depuis le sol aussi, on a des témoignages. Bon, ça se passe sous une inclinaison très basse, à peu près entre 4 et 10 degrés d'élévation, pardon. Et donc, si vous n'avez pas quelque chose de dégagé, donc une vue dégagée depuis un avion, il n'y a aucun souci, mais si vous avez, je ne sais pas, un talus, une haie, quelque chose, vous ne les verrez pas, parce que ça ne se passe pas derrière la haie, mais si vous avez quelque chose, un espace dégagé, on les voit depuis le sol, les satellites Starlink, assez communément, dans la configuration que je vous décris, quand le soleil est couché sous l'horizon, au moins à 35 degrés sous l'horizon. Voilà. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'émotions qui est ressentie par les gens lorsqu'ils voient des trucs qu'ils ne comprennent pas, et nous les rapportent, et nous on doit faire avec, et on doit un petit peu quelquefois adapter notre réponse à l'émotion qui est suscitée. Alors là, je vous ai mis un film qui date un petit peu, qui date de 2010 ou 2011, je ne sais plus, sur un phénomène que les gens ne comprennent pas et qui leur fait perdre pied. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Viens voir. Regarde. Quoi ? Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Mais ne hurle pas comme ça ! Ah, maman!
Mais c'est quoi? Pourquoi tu... Mais c'est extraordinaire! Arrête de hurler comme ça, enfin! C'est des étoiles! Mais non, c'est c'est fou! pas des étoiles! On n'a jamais vu ça! Je vais dire après! Mais il faut surtout appeler, il faut appeler je sais pas quoi, là! Voilà. Voilà, je vous ai mis 15 secondes d'un film qui dure 25 minutes. Hein. Donc, les gens sont complètement paniqués, ils vont changer de système pour capter, pour filmer, ils appellent les pompiers, enfin bon, ils sont perdus, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, et bon, après ils ont appelé, je sais pas, bon, voilà, ils ont témoigné, hein, ils ont transmis tout ça. Bon, est-ce que vous comprenez ce que les gens ont vu? Pardon? Non, non, j'arrête ça, ligne, c'est bon. Comment? C'est vraiment des étoiles, ouais. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'ils ont vu, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Voilà, bon, c'est lanterne céleste, lanterne chinoise, on les appelle comme vous voulez. Donc ce truc-là, ça donne un petit peu, hein. Donc maintenant, c'est conventionnel. À une époque, il y avait beaucoup de lâchers de lanternes, hein, et c'est assez impressionnant. Moi, j'en ai vu moi-même pour le premier de l'an, là. C'est vrai que quand on peut se demander ce que c'est. De là, paniquer, ben, voilà. Enfin, les gens étaient vraiment en panique. Hein. Je peux vous dire qu'ils étaient très contents quand on a réussi à comprendre que ce truc-là, ben, ils n'étaient pas loin d'une salle des fêtes. On a appelé la mairie. Il y avait ce jour-là un mariage dans cette salle des fêtes. Le maire avait donné l'autorisation de lâcher des lanternes. Point. C'était ça. Donc, en plus, avec notre logiciel d'authentification et de traitement d'image, on arrive maintenant à, voilà, en seuillant tout ça avec en termes de taille, de couleur et de scintillement, de bien regrouper que c'est ça, parce que c'est assez fréquent quand même, les lanternes de taille, même actuellement. Mais à l'époque, voilà, en 2011, ben, c'était pas forcément connu, et maintenant je crois que c'est réglementé aussi pour l'histoire de feux de forêt, pour trop les lâcher n'importe quand. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui, voilà, les gens quelquefois, ben, ils sont un peu perdus, et notre rôle, dans certains cas, c'est quand même d'essayer de les rassurer, de leur dire que ça va passer, ça va bien se passer, voilà. Voilà. Donc, dans le cas du GEPAN, donc, tous les cas que l'on traite sont publiés donc, sur le site web cnes-gepan.fr. Donc, vous verrez, il y en a 3004 à peu près, un peu moins. Et donc, parmi ceux-là, il y en a à peu près 3-4% qui sont classés D. Donc, sur les phénomènes D, c'est le phénomène non identifié après enquête. Alors, ça correspond à 106 cas, à peu près, je crois, ouais, de mémoire, sur les 3300. Nous, en tant que GEPAN, on est très content quand on trouve ce que c'est. Il y a toute notre frange, je dirais, de gens qui sont intéressés, de communauté qui est intéressée par le travail, qu'on ne trouve pas. Voilà. Quand on ne trouve pas, ils vont dire, ben, si vous n'avez pas trouvé, si le GEPAN n'a pas trouvé, nous, on va trouver. Alors derrière, je ne vous cache pas que ça se complique quelquefois, hein, parce que c'est également la position que j'occupe. C'est très bien lorsqu'il s'agit de traiter de choses qu'on puisse étayer scientifiquement, techniquement, déployant des méthodes d'ingénierie. Mais après, réagir, je dirais, à certains débats passionnés hein, sur les origines de ces trucs qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on nous espionne? Est-ce qu'on ne nous dit pas tout? Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils sont parmi nous? Voilà, donc tout ça, ça fait partie du métier. Hein, et c'est un petit peu pour ça qu'on a pignon sur rue et qu'on a une forte latitude, une forte autonomie pour parler aux gens, pour essayer d'intervenir au plus tôt lorsque les gens nous posent des questions, dans le respect aussi, parce que quelquefois c'est pas trop dans le respect, je dirais, pour essayer d'expliquer ce que l'on n'a pas compris, et puis si on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas compris, et on leur explique qu'il y a quand même un fossé entre quelque chose que l'on n'a pas compris et lui donner une origine extraordinaire par idéologie. Donc ça, c'est un cas que l'on n'a pas compris, un cas D, donc un parmi les 106 cas, donc, ce qui se trouve être... voilà, ben je vais vous mettre le film. On se trouve sur l'île de... C'est une reconstitution. Hein, sur l'île de... la presqu'île de Crozon. Voilà, presqu'île de Crozon, le témoin, c'est un ancien militaire qui est à la retraite. Et pendant sa retraite, enfin, il est encore assez... Voilà, il conduit un bus de ramassage scolaire. Voilà. Donc là, il part de chez lui, il est dans le bus, donc là, et il voit... Alors, normalement, il le voit à travers son pare-brise, mais comme c'est une reconstitution, techniquement, on a eu du mal à le faire. Donc la caméra, elle est plutôt sur la portière. Il voit d'abord deux lumières de forme rectangulaire, orange, qui sont
on dirait, formé de plusieurs petites lumières. Donc là, on n'a pas trop réussi à le faire sur cette reconstitution qui date un petit peu. D'abord 2 qui sont cachés par une futaie de bois, puis après une 3e qui apparaît. Et ces 3 lumières, en fait, elles le précèdent. Elles vont s'arrêter, il va s'arrêter, elles vont repartir, il va repartir, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où ces lumières vont s'évanouir dans le paysage en rebondissant, selon ces termes. Voilà. Donc l'enquête a été menée, c'était 2021 ça, donc à Crozon, donc on a pris en compte son témoignage, on n'a pas réussi à comprendre ce que c'était en faisant une enquête à distance, donc on déployait la méthodologie GEPAN en faisant des enquêtes à distance, en recoupant un petit peu l'aérospatial, l'aéronautique, comme ça, l'ornithologique, enfin tout ce qui pourrait donner lieu à une méprise. On n'a pas réussi, donc on a dépêché 2 enquêteurs pour le voir. Il a refait son entretien, il a expliqué ce qu'il a vu, on a mené avec lui des entretiens cognitifs, donc justement, ce que je parlais au début, donc les techniques pour essayer d'extraire, je dirais, un maximum de souvenirs de sa mémoire, par ces techniques-là, qui sont basées sur des techniques employées par les enquêteurs dans les enquêtes judiciaires. Nous, on a un professeur de criminologie qui travaille avec nous. Voilà, on ne cherche pas, on ne faut comprendre, on ne faut pas essayer de détecter s'il ment ou s'il ne ment pas, mais on veut vraiment détecter, nous, si dans son entretien, qu'est-ce que d'un fait d'observation, quelque chose que son cerveau a placé justement dans sa déclaration. Et bon, tout ça, ça a donné à énormément de matière pour enquêter. Donc on a émis plusieurs hypothèses. Alors est-ce que c'était un reflet dans son pare-brise parce que quelque chose le suivait, il n'a pas fait attention? Est-ce que c'était... Crozon, c'est un endroit assez spécial. Hein, donc c'est là-bas, Crozon, c'est la base, c'est la zone de départ des sous-marins nucléaires français. Donc il y a énormément de choses liées à de la confidentialité. Bon, cette base, il y a des sémaphores, enfin, il y a au moins 2 sémaphores, je crois, pour surveiller les côtes, voilà, pour surveiller la contrebande. Ces sémaphores, ils ont des drones de reconnaissance, donc on se demandait si c'était ça. Donc on a posé la question au ministère des Armées, on a eu des réponses en disant non, ça c'est pas nous. Il y a un parc éolien, il y a également une base aéronavale qui est pas très loin. On a étudié plein de choses, plein d'hypothèses, et on n'a pas réussi à trouver une hypothèse qui permette de réduire l'étrangeté de l'observation qui nous a été décrite. Donc, selon le principe de classement du GEPAN, qui permet de tracer un diagramme en 2 dimensions entre ce qu'on appelle dans le sens du témoignage, qui est évalué justement sur le questionnaire qui est rempli, sur les entretiens qui sont menés, sur l'analyse qui en est faite par nos psychologues, qui nous permettent de pondérer exactement la consistance du témoignage entre 0 et 1, et également la confrontation à l'hypothèse de phénomènes connus. Si de l'étrangeté résiduelle importante réside, et là aussi on vient pondérer cette étrangeté résiduelle. Donc vous avez un diagramme en 2 dimensions, vous placez un point, ben, quelquefois il tombe sur A, phénomène parfaitement identifié, sur B, phénomène probablement identifié, sur D, phénomènes non identifiés par enquête, ou sur C étant les phénomènes non identifiés par manque d'informations. Justement, on a quand même 30% des cas qui nous arrivent, sur lesquels on ne se prononce pas, ou plutôt on se prononce en disant on n'a pas compris, mais on n'a pas pu dérouler toute la méthodologie d'enquête telle qu'on aurait voulu la dérouler pour arriver à nos fins. Voilà. Voilà un cas D. Voilà. Bon, là, voilà d'autres cas. Vous savez ce que c'est, ça? Les méduses dans le ciel, ouais. Ce qu'on appelle les farfadets, les sprites. Ce sont des phénomènes de décharge électrique dans la très très haute atmosphère, même dans la stratosphère, hein, dû à des différences de potentiel. Vous avez la même chose qui est prise depuis la Station spatiale internationale. Ça se passe toujours au-dessus de centres orageux extrêmement puissants, en fait, et très très au-dessus. Donc il suffit que vous vous trouviez dans une zone ici où il n'y a pas de couverture nuageuse, vous allez arriver à voir quelque chose, un phénomène comme ça dans un ciel complètement dégagé, et ça se passe très haut dans le ciel. Donc c'est quand même assez... Bon, ça c'est beaucoup étudié avec nos experts, hein. Poudre globulaire, farfadet, propagation de foudre entre les nuages. Enfin, il y a pas mal de phénomènes comme ça. Bon, la difficulté, c'est que là c'est quasiment
quasiment indétectable, hein. Enfin, c'est imprévisible. Hein. Donc il faut être là au bon moment. Bon, là, c'est un astrophotographe qui a fait la photo au sol et quelque chose qui a été repris depuis l'ISS. Un autre exemple ici, on a attaqué une photo reçue grâce à un témoin, là, on est sur la ville de Béziers. Là. Bon, très bien, il nous envoie ça, comme ça, brut. Donc, dans le GEPAN, on travaille quand même avec des outils. On a un logiciel d'authentification d'images et de traitement. On fait ça, c'est facile, mais surtout d'authentification qui est assez puissant. Hein. On arrive quand même à... Et dans ce logiciel, on a rentré, gérer les paramètres de tous les appareils photos, enfin, qui permettent de prendre des photos et des vidéos. Hein, je dirais en France, tout ce qui sort en France, on a les... C'est pas la peine que vous nous dites avec quoi vous avez fait votre photo. Si on ne trouve pas avec quoi vous avez fait votre photo, c'est que c'est pas bon signe, hein, c'est que c'est quelque chose qui est... Voilà, je ne rentre pas dans les détails, hein, voilà, qui ne vient pas d'un appareil photo. Donc là, il nous envoie la photo sèche, et on s'est rendu compte qu'il avait fait ça avec un iPhone, je crois que c'est un iPhone 16 à l'époque, ouais, je crois ça, avec le filtre nuit, ce qui fait que vraiment, ce truc-là, que lui, il avait perçu sur son appareil et qu'il avait vu, hein, peut-être aussi, ben, finalement, c'était quand même un système de Sky Tracker, là, les projecteurs lumineux là, qui se trouvent au sol et qui éclairent le ciel pour signaler des événements festifs, par exemple, en fait. Et donc l'enquête a montré également que les enquêteurs ont été assez loin, hein, puisqu'on est au-dessus de la ville de Béziers. Donc on a voulu prouver que ça venait bien de là. Donc pour classer ce cas A, que ce soit parfaitement identifié, il faut qu'on trouve l'origine. Donc les enquêteurs se sont arrachés, ils ont épluché toutes les vidéos surveillance de la ville de Béziers, et ils se sont rendus compte à un jour ou 2 jours près que sur cette captation de vidéosurveillance, le témoin était ici. Hein, il était sur la prison de Béziers, il faisait un reportage sur la prison de Béziers. On s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, il y avait vraiment un sky tracer au moment de la prise de vue ou quelques jours auparavant, ce qui nous a permis de trancher de façon indiscutable et de lui dire c'était ça. Voilà. Ça fait plaisir. Hein, mais bon. D'autres ovnis, pour le moment je vous ai parlé de méprises. Voilà, là on repart sur le domaine plutôt scientifique. Hein. Bon, moi je vous ai fait un petit peu d'exobiologie, un petit peu de planétologie. Alors moi je ne suis pas capable d'écrire ce que ces professionnels ont écrit, donc c'est une publication qui date de 2020, ça. Donc c'est paru dans, je ne me rappelle plus quelle revue, je peux te marquer, je ne sais plus, bon bref. Donc ça c'est qui permet de... Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est une revue sur laquelle sont publiés des articles plutôt à des fins d'exobiologie. Et donc là, ce groupe-là a travaillé sur des données issues de l'observation de l'espace grâce au télescope Hubble. Hein, donc 2020, c'est plutôt Hubble, ce n'est pas encore un James Webb Space Telescope, Hubble. Il a travaillé avec ces données, il a pris en compte ce que l'on sait de la mécanique céleste, de la formation des étoiles, des exoplanètes qui sont détectées depuis le milieu des années 90. Il a également mis un petit peu de statistiques. Ils ont mis un petit peu de statistiques dans cette étude. Vous avez percentile ici. Bon, un petit peu de statistiques pour travailler un petit peu sur globalement le nombre de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. On est dans notre galaxie, on est dans notre proximité, hein, quand même. Donc, c'est vaste, mais c'est notre proximité. Et en analysant ces paramètres, en fait, donc ça c'est une analyse qui est faite par Peter von Balmust, qui est astrophysicien avec qui on travaille hein, au GEPAN. Donc il a analysé cette donnée. Il a dit on a à peu près, dans notre galaxie, il y a à peu près 7% d'étoiles du type Soleil, donc sur une température de corps noir, à peu près la même, 6000 degrés, une taille globalement la même aussi, qui permet de donner une puissance de chauffe, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, équivalente de notre Soleil. Donc s'il y a 7% d'étoiles parmi les 400 milliards d'étoiles potentielles dans notre galaxie, on ne sait même pas combien il y en a, globalement, en prenant tous ces facteurs, il devrait y avoir 6 milliards de terres. Voilà, de planètes du type Terre, où l'eau qui a ensemencé tout l'univers est présente à l'état liquide. Donc, dans le terme de l'exobiologie, habitable. Alors, habitable ne veut pas dire habité. Cependant, voilà, il faut quand même quelque chose à dire que c'est quand même très loin de chez nous.
On ne sait pas trop ce qu'il habite, hein. On ne sait pas, on n'a jamais découvert, on ne sait pas. On en cherche aux proches de chez nous, hein, moi j'ai beaucoup bossé, comme disait Cattell, sur la sonde JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, donc l'explorateur des lunes glacées de Jupiter, donc une sonde qui est partie en 2023 pour examiner un des corps célestes de notre système solaire potentiellement habitable. Et potentiellement habitable, il y en a un, c'est la lune Europa ici, donc vous avez les lunes galiléennes, hein, donc du système de Jupiter, donc Io, Europa, Ganymède et Callisto. Et la lune Europa, ici, elle est extrêmement intéressante du point de vue exobiologie parce qu'on sait que sur une croûte silicatée, comme la Terre, donc, il y a un océan d'eau liquide, conducteur, donc salé, sous une banquise, hein, parce qu'il fait quand même très très froid là-bas. Hein. Et on sait qu'il y a de l'eau liquide, on sait on pense qu'il y a également une activité volcanique très importante sous les océans qui permet de maintenir une température qui garde l'eau liquide malgré une température voisine de moins 140 degrés autour d'Europa, pardon. Et les télescopes, en fait, Hubble et les sondes qui ont tourné autour de Jupiter, et qui continuent à tourner autour de Jupiter, comme Juno, une sonde américaine, ont photographié la croûte d'Europa. Et donc Europa, c'est donc une banquise, hein, et dû à sa proximité de Jupiter, les effets de masse sont tels que le volume d'eau liquide, il fait craquer cette banquise, et dans les crevasses, hein, de ces craquelures de la banquise, les spectroimageurs savent qu'il y a les SNOPs, donc les carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, donc les éléments obligatoires, hein, pour fabriquer de la vie. Voilà. Il en faut d'autres, mais ça, c'est les fondamentaux. Donc, habitable ne veut pas dire habité. JUICE est parti en 2023, il va arriver autour d'Europa dans 8 ans. Et Jupiter, c'est pas si loin que ça. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que ça, c'est un domaine qui dépasse un petit peu le GEPAN, mais pour vous dire que quand même des traces de vie, il peut y en avoir, on en cherche, on n'en a pas trouvé. Il y a pas mal de travaux sur Mars, vous savez, avec le rover, les 2 rovers américains, là, des collaborations internationales, mais globalement c'est quand même américain, qui essaient de détecter des traces de vie passées sur Mars. Mais on n'en a toujours pas trouvé. Voilà. Alors voilà. Vous connaissez ce monsieur ? Bon. J'espère ne pas finir comme lui. On vous raconte tout ça. Ça, c'est Giordano Bruno. Donc ça, c'est sa statue. Campo di Fiori à Rome. C'est l'endroit où il a été brûlé vif par l'Inquisition pour avoir défendu un petit peu les thèses de Copernic qui l'ont précédé sur, je dirais, il faut savoir que jusqu'à la fin de la Renaissance, on était encore sur un système, un univers géocentré. La Terre est au centre de tout, et tout autour doit se démerder pour tourner autour de la Terre. Donc il y avait beaucoup de modèles qui avaient été faits pour essayer de comprendre comment la voûte céleste pouvait se débrouiller pour tourner autour de la Terre. Donc, Copernic a commencé à développer le modèle héliocentrique, et lui, derrière tout ça, donc Giordano Bruno, il avait une formation, c'était un dominicain, un frère dominicain, puis après c'était un autodidacte, une tronche, on va dire. Il s'est formé en philosophie, en mathématiques, en astrophysique, en astronomie, en magie, enfin bon. Voilà. Et donc ce monsieur, il a dit, voilà, il a défendu un monde un univers sans centre et sans aucune circonférence, donc un truc univers. Et il a défendu, ça lui a coûté cher, hein, le fait qu'il y avait une pluralité de mondes identique à ce qui se passe sur Terre partout. Une infinité. Ça n'a pas plu. Hein. Il a mal fini. Voilà. Bon, moi, j'espère pas être brûlé comme ça, place du Capitole, mais voilà. Voilà. Donc, bon, il défend ces thèses-là. Donc, si on revient vers le GEPAN, donc sur les origines que l'on peut donner à ces soucoupes volantes, hein, qui sont est-ce que ces gens-là, si des civilisations, je ne sais pas comment on peut l'appeler, extraterrestres existent ou ont existé, est-ce qu'elles sont venues nous visiter? Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Enrico Fermi, c'est beaucoup plus contemporain, là, qui était prix Nobel de physique nucléaire, qui s'est penché sur cette question-là. Alors, je dirais entre la poire et le fromage. Il n'en a pas voulu faire beaucoup, il n'en a pas fait beaucoup, mais c'est quand même un monsieur qui était très suivi
de par voilà, qui était assez brillant lui aussi, je pense. Même. Donc il s'est penché là-dessus. Lui, il a fait une démonstration mathématique qui a été baptisée paradoxe de Fermi en disant, bon, écoute, notre galaxie, on reste encore notre galaxie. Hein. Je ne vais pas au-delà. Voilà, à peu près entre 50 et 60 000 années-lumière de rayon. Donc pour la traverser, on va dire 100 000 ans pour la traverser à la vitesse de la lumière. Nos sondes spatiales au CNES, à la NASA et ailleurs, elles savent aller à peu près 10 à 20 000 fois moins vite, maximum que l'on peut faire. Donc au lieu de mettre 100 000 ans, il faudrait 1 à 2 milliards d'années pour la traverser. Donc 1 à 2 milliards d'années, sachant que notre Voie lactée est 13 milliards d'années. Mathématiquement, si des gens maîtrisent des technos plus ou moins plus avancés que nous, ou du même type que les nôtres, s'ils ont trouvé le moyen de faire subsister une civilisation, je ne sais quoi, dans ces vaisseaux pour nous traverser. Si on reste sur même si on reste sur des modes de transport conventionnels, je ne rentre pas dans le domaine de la science-fiction, on voit beaucoup de choses, mais bon, pour le moment, nous, on continue à travailler sur le moteur à réaction, et il n'y a pas trop le choix. En fait, c'est possible. Voilà. Donc le paradoxe Fermi, c'est ça. Si des civilisations entre guillemets existent, elles ont peut-être entrepris le voyage, parce qu'elles avaient envie d'entreprendre le voyage. Est-ce qu'elles sont venues nous voir? Est-ce qu'on ne les a pas intéressés, ils sont repartis? Ou est-ce qu'ils sont parmi nous, mais on ne peut pas les voir? Enfin, plein de questions qui jaillissent autour de ce qu'avait pondu M. Enrico Fermi, qui continue à alimenter, je dirais, toute une communauté qui cherche à comprendre un petit peu les origines extraordinaires de ce que nous ne comprenons pas et sur ce que, voilà, dans le domaine de l'ufologie et dans le domaine moins raisonnable encore. Voilà. Donc, ce monsieur, vous connaissez Frank Drake? Frank Drake, une équation de Drake, elle est quasiment aussi célèbre que celle d'Einstein, on va dire, à ceci près que celle de Drake ne se démontre pas. Hein. Cette équivalence n'a aucun fondement ici, en disant que le nombre de civilisations avancées, avancées, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, dans notre galaxie, on reste encore notre galaxie, hein, elle dépend de 7 facteurs ici, sachant que si ce nombre est supérieur à 1, c'est qu'on n'est pas seul. Donc tout ça, c'est le fondement de l'exobiologie. Moi, il y a de grands pontes de l'exobiologie qui font des conférences très sérieuses sur l'exobiologie, l'astrobiologie, en essayant de mettre des valeurs sur ces facteurs. Voilà. Donc le nombre d'étoiles qui se forment, le taux de formation d'étoiles qui se forment dans la galaxie, donc on sait que c'est entre 1 et 10. On sait qu'il n'y a aucun facteur qui est égal à 0 puisqu'on est là. Mais, on sait, on déduit. Voilà, la fraction des étoiles ayant engendré une formation planétaire autour, le nombre de planètes avec un environnement viable, la formation de fractions de planètes qui seraient habitables, qui abritent la vie. Donc, habitable, je vous ai donné un aperçu. Qui abrite la vie, on ne sait pas. Toujours pas. La fraction de ces planètes qui abritent la vie ou une intelligence, si on se dit intelligent, si on fait partie de cette fraction de planètes abritant la vie où l'intelligence émerge, chaud. Il y a 60 millions d'années, un astéroïde a frappé la Terre, a engendré la fin du règne des dinosaures et les mammifères sont arrivés. Des mammifères, nous on est arrivé à ce qu'on est. Donc on est potentiellement intelligent. Et c'était quand même un coup de hasard qu'un astéroïde ruine la civilisation des dinosaures. Mais tout ça, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un fondement qui a été posé par Frank Drake. Alors Frank Drake, vous avez peut-être entendu parler du SETI. Le SETI, c'est un organisme qui s'appelle le Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc c'est un réseau globalement de sciences participatives basées sur du mécénat, où les gens cherchent, globalement ils envoient la dernière partie de l'équation, ici, la fraction de vie intelligence capable de contacter d'autres planètes. Je dirais que depuis 1950, on fabrique des radiotélescopes et des signaux sont envoyés dans le deep space avec l'espoir qu'ils soient interceptés ou qu'on reçoive une réponse ou qu'on reçoive un signal, je dirais, d'une civilisation concurrente. Bon, voilà. C'est Nathalie Cabrol qui préside le
Institute, et qui est une des Cathy Carbone, c'est une Française, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous pouvez lire des bouquins de Nathalie qui sont super, où elle donne... bon, elle aussi, elle n'a pas trouvé de traces de vie. Enfin, bon, et pourtant, c'est son dada. Hein, et elle le reconnaît. Et elle écrit des bouquins super qui mêlent justement science et philosophie sur tous ces domaines-là. Si ça vous intéresse, je vous encourage à les lire. Également aussi cette durée de vie, la durée de vie de civilisation. Bon, là aussi, on peut dire beaucoup. Une fois, j'assistais à une conférence de Pierre Luminet, un astrophysicien, c'est un très très bon vulgarisateur, qui disait que voilà, si ces 13 milliards d'années d'âge de la galaxie, on les résume à 24 heures, quelle est combien de temps va subsister l'espèce humaine? C'est 24 heures. Voilà. Donc globalement, il a dit c'est un claquement de doigts sur ces 24 heures. Donc il peut y avoir beaucoup de claquements de doigts, mais le temps que tout le monde se coordonne pour entendre le claquement de doigts de l'un et de l'autre, c'est assez complexe. Voilà. Voilà. Donc tout ça, cette équation jette des bases, ça n'a aucun fondement, hein. Même si vous faites des travaux de doctorat, vous devrez démontrer, ça c'est pas démontré, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir une idée de la façon dont la recherche sur la vie ailleurs, l'exobiologie, l'astrobiologie, maintenant la xénobiologie, il y a d'autres sciences qui apparaissent. La xénobiologie, vous voyez ce que c'est? La xénobiologie, jusqu'à présent, c'est la science-fiction. Hein. C'est fabriquer des êtres, des organismes à partir d'autre chose que de l'ADN, voilà, et de l'ARN. Hein. Donc grâce maintenant aux ordinateurs quantiques, au numérique, aux intelligences artificielles très développées, les méthodes permettent de faire des calculs très rapides et un nombre de calculs très importants pour associer des molécules, des atomes, etc., essayer de reproduire des espèces chimiques avec de la chiralité qui va bien, etc., mais en dehors de l'ADN, de l'ARN. Enfin, c'est une science qui s'organise. Est-ce que c'est de la science-fiction? On a quand même une conférence d'une dame qui travaille très sérieusement sur ça. Voilà, en tout cas, nous, si je reviens, voilà, vous avez ici, donc, je vous ai parlé des 106 KD, hein, donc vous voyez ici la répartition des 3368 cas. Donc quand on comprend, c'est-à-dire les cas A ou B, ben voilà ce que c'est. Vous avez une répartition, hein, des méprises, on va dire. Et quand ce n'est pas le cas, mon boulot et celui de mon équipe, c'est de vraiment définir, hein, quelle est la limite entre ce qui est compris et ce qui n'est pas compris, compte tenu de ce que l'on sait de la science. Et quand ce n'est pas compris, ben, on forme. Hein. Et le CNES est associé à énormément de communautés scientifiques avec plein de laboratoires et poser ces questions à ces laboratoires pour essayer d'avancer et déterminer si ce que l'on n'a pas compris peut être résolu par des gens qui ont spécialistes de tel ou tel domaine. Bon, je vous ai mis ça. Ça, c'est moi, ça. Au milieu, là. Melville Poupeau, c'était mon ancêtre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la série OVNI. La série OVNI sur Canal+, c'était pendant le confinement, sur le GEPAN. Le GEPAN de ses origines. Hein. Donc, le GEPAN a été créé en 1977. Ça ne s'appelait pas GEPAN, ça s'appelait GEPAN. Il n'y avait pas le i d'information, ce qui a valu pas mal d'entourloupe au groupe. Si vous regardez les deux épisodes, le premier épisode de cette série, c'est notre travail. Après, c'est une série, voilà, une fiction. Voilà. Mais je vous remercie, je crois que j'ai fini. Voilà.